Les 13 membres de la commission indépendante d'enquête sur les événements du 10 avril dernier ont prêté serment ce matin à la cour d'appel sur le livre saint de leur confession. Précision dans cette édition. Trouver les voies et moyens permettant d'avoir un impact réel et positif des technologies de l'information et de la communication TIC pour les populations de l'espace CEDEAO est l'objectif d'une rencontre entre députés, experts et spécialistes de l'espace CEDEAO. Détail dans cette édition. Mercredi 3 mai 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'ai annoncé en titre, les 13 membres de la commission indépendante d'enquête sur les événements du 10 avril dernier survenus au campus universitaire de Niamey ont prêté serment ce matin à la cour d'appel de Niamey. Ils sont donc chargés de faire la lumière sur cette affaire. Le résumé de cette cérémonie avec la rédaction Labari. Ils sont au nombre de 13, dont 2 de la Commission nationale des droits de l'homme, 5 représentants des scolaires, 5 représentants du gouvernement et 1 du Conseil national du dialogue social, a prêté serment sur le livre saint de leur confession dans le cadre de la commission chargée de l'enquête sur les événements du 10 avril dernier, soldés par un décès d'un étudiant au nom de Mala Baglé. Ils seront donc appelés à faire la lumière sur les circonstances du dit décès. À ces 13 membres, la procédure de prestation de serment a été dicté par le premier président de la Cour d'appel et au procureur général auprès de la Cour d'appel de revenir sur les enjeux et la conduite à suivre par un assermenté. Au nom du ministère public, plutôt que de vous féliciter, je vais vous souhaiter beaucoup de courage et vous souhaiter bonne chance. Je prie Dieu qu'il vous inspire et vous guide vers la manifestation de la vérité. J'ai relevé dans l'arrêté créant votre commission 2 choses. J'ai relevé d'une part la parité quant aux membres représentant la partie gouvernementale et la partie USN, et d'autre part la présence des personnes appartenant à des structures indépendantes. Cela nous donne 2 gages. Gage de transparence d'une part et gage de neutralité de l'autre. Quant au reste, mesdames et messieurs les secondaires, chacun tout à l'heure en prêtant serment sait à quoi il s'engage. Vous allez vous engager vis-à-vis de vos consciences, vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de la famille de Bagalé, pour que vous meniez sans prestation mais dans la célérité des investigations nécessaires pour que l'ensemble des pays sache ce qui s'est passé véritablement le 10 avril 2017. La famille de disparu en a besoin, le pays en a besoin, l'État en a besoin pour qu'il prenne les mesures qui s'imposent, y compris les sanctions s'il y a lieu. C'est vous dire que tout à l'heure, quand vous allez prêter serment, vous allez vous engager et prendre des responsabilités lourdes. Un à un, les 13 membres, tous de la confession musulmane, ont donc juré sur le livre saint de leur confession, le Saint-Coran, devant le marabout du culte, pour être ainsi renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Je le disais également en titre, ouverture ce matin au palais des congrès de Niamey d'un forum interparlementaire TIC pour le développement de l'espace CEDEAO. Une rencontre entre députés, experts et spécialistes du dit espace afin de réfléchir sur les voies et moyens permettant d'avoir un impact positif des TIC pour les populations. Adam Ousmana et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. Bâtir une législation la plus complète possible pour notre pays dans le vaste domaine des technologies de l'information et de la communication, tel est l'objectif visé à travers ce forum sur l'harmonisation des cadres politiques et juridiques des TIC dans l'espace CEDEAO.
Par cette rencontre sous-régionale, le Parlement nigérien entend amener ce locataire à échanger avec leurs homologues de la CEDEAO afin de voir les exemples de réussite, vu de s'en inspirer et mettre le résultat en œuvre pour faire avancer notre pays dans le domaine des TIC. Occasion pour le commissaire chargé des télécommunications et TIC de la CEDEAO de livrer à l'assistance le message du président de la commission, Marcel Alain de Souza, qui est revenu sur les textes réglementaires en la matière. La commission de la CEDEAO a élaboré un ensemble de textes législatifs et réglementaires reposant sur 6 composantes fondamentales. Numéro 1, l'harmonisation des politiques et du cadre réglementaire du secteur TIC. Numéro 2, l'intégration des réseaux et services du secteur TIC. Numéro 3, le régime juridique applicable aux opérateurs et fournisseurs des services. Numéro 4, la gestion du spectre des fréquences radioélectriques. Numéro 5, la gestion du plan de numérotation. Et enfin, numéro 6, le service universel et son financement. Ces textes ont été adoptés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement en janvier 2007 à Ouagadougou, sous forme d'actes additionnels annexés au traité révisé de la CEDEAO, marquant ainsi une volonté forte des leaders politiques à reconnaître le TIC comme un facteur essentiel du développement, de la réalisation des objectifs de développement durable et d'intégration régionale. Prend part également à cette rencontre interparlementaire de la CEDEAO, le Royaume chérifien, à travers ses experts en la matière, et une délégation de la Chambre des représentants du Maroc, conduite par son vice-président Mohamed Ouzine. Ce dernier s'est réjoui d'être l'invité d'honneur de ces assises, tout en partageant avec l'assistance les avancées enregistrées par son pays dans ce domaine. Procédant à l'ouverture officielle de ce forum, le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de souligner la pertinence d'une telle rencontre. Je note ainsi qu'au-delà de l'aspect législatif, vous aborderez des questions de gouvernance de l'Internet avec les déviances qui y sont attachées, la fiscalité, la question des infrastructures, ainsi que la problématique du rapport TIC et développement. Il s'agit là de thématiques aussi pertinentes les unes que les autres. Puissiez-vous parvenir à une maîtrise du temps permettant de les vider entièrement. Sinon, l'Assemblée nationale du Niger est tout disposée à vous accueillir à nouveau pour continuer à discuter sur l'éthique, tant le sujet est important et stratégique. Mon vœu le plus ardent est que chacun atteigne les résultats individuels qu'il s'est fixés, afin que tous ensemble, vous puissiez atteindre les objectifs assignés à cette rencontre, notamment la création d'un réseau communautaire fédérant les réseaux parlementaires d'éthique des États membres de la CEDEAO et surtout la promotion de l'utilisation d'éthique dans les parlements de l'espace CEDEAO. Ainsi, 3 jours durant, les participants à ce forum de Niamey auront à se plancher sur plusieurs thématiques, dont entre autres la cybercriminalité, la fiscalité du secteur de télécommunications TIC et son impact sur l'économie numérique, les réseaux sociaux, mais aussi et surtout l'exploitation que font les gens de l'Internet des informations compilées dans les bases de données. Le gouvernement et les syndicats réunis au sein de la Fédération unique pour le secteur de l'éducation FISEN ne sont pas entendus sur certains points de leurs revendications. Les deux parties ont quitté la salle de banquet de la primature Bredouille. Les explications avec le secrétaire général du SNEN. On a amené un certain nombre de points, notamment les préalables qui sont sur lesquels d'abord on est d'accord de faire le répertoire de tous ceux qui ont été victimes des affectations arbitraires, des menaces et autres pour que le gouvernement les remette dans les postes d'où ils avaient été initialement donc affectés. Et ensuite il y a cette question du coupure abusive pour faire des grèves où certains se sont vus couper en un seul mois plus de 95 000 francs. Donc nous avons relevé qu'il y a eu des abus pour ces coupures-là. Le gouvernement nous a promis de transmettre les listes sur la base desquelles, en tout cas, et les coupures ont été faites, nous allons faire la différence et il s'engagera à payer les différences, c'est-à-dire les abus de coupure pour faire de grève. Maintenant, sur les autres points, le paiement à terme échu, nous avons convenu que dès ce mois-là, vu les explications techniques que nous-mêmes on a données et qu'eux, ils ont recueilli de l'autre côté, que en tout cas, ils pourront assurer dès ce mois demain-là, en faisant un mandatement dès maintenant, le paiement à terme échu des pécules, c'est-à-dire au plus tard le 8.
Et le point suivant, c'est la question de la grille. Il était question depuis le communiqué du 13 décembre. Il faut d'abord rappeler, il ne s'agit pas pour nous ici de signer un nouveau protocole d'accord. Non, non, il s'agissait de voir rééchelonner les échéances déjà terminées et convenues dans le protocole du 13 décembre. Et c'est pourquoi la forme de notre protocole était tout autre chose. C'était pas de la littérature, c'est vraiment un échéancier qu'on a voulu avoir. Mais à l'intérieur, quand même, il y a eu un réaménagement justement de la mise en œuvre de ce protocole-là. Donc, en ce qui concerne la grille, le comité devrait recevoir l'impact financier et continuer ses travaux, déposer les conclusions au niveau du gouvernement. Maintenant, quand vous prenez pour l'évaluation, vraiment, on s'est entendu sur le fait qu'on va dissocier l'évaluation du dépôt des dossiers. Notamment, une nouvelle circulaire devrait être prise pour permettre à tout le monde de déposer les dossiers, parce que nous avons vraiment des militants convaincus qui ont gardé leurs dossiers et qui risquent d'être victimes de cette observance du mot d'ordre des syndicats. Donc, nous avons demandé notamment donc de prendre une nouvelle circulaire qui fait une session de dépôt à part et puis l'évaluation à part. Nous nous sommes entendus sur la session du contrôle de conformité des dossiers qui n'aura rien à voir avec l'évaluation. Maintenant, quant à l'évaluation, le gouvernement maintient la forme de l'évaluation, surtout qu'il a fait un recours à un avis au niveau du Conseil d'État et à notre niveau, parce que c'est sur ça qu'on s'est séparés sur le point là. Nous avons contesté l'évaluation et avons en tout cas fait la promesse aussi d'ester en justice cette procédure d'évaluation. La question du spécial A, le gouvernement allait en fait écrire pour demander au Conseil d'État d'accélérer pour qu'on sache au fait quel est l'aboutissement de ce dossier-là. Le déguerpissement de nos camarades au niveau de la section H, ils devraient s'informer et nous ramener l'information, la possibilité de leur retour ou pas. En tout cas, ils n'ont pas pu avoir l'information avec le ministre des Finances. Donc, il était question, même si l'accord avait été signé, d'aller et se renseigner et revenir. Bref, le plus gros point, c'est celui du recrutement. Alors là, vraiment, les 337 du secondaire ou 346, pas du secondaire, mais de la base, qui sont de la promotion 2012-2013, donc allaient être mis en solde, donc octroyés. Ils allaient voir leur matricule octroyée et mis en solde. Bon, immédiatement, on a dit immédiatement, probablement dans le mois de mai ou le mois de juin. Et là, on n'a pas eu de problème. Mais là où on a des sérieux problèmes, c'est au niveau des 1000 et quelques du secondaire et des 4200 du primaire. Alors, ils sont de la promotion 2014, mais ceux du secondaire ont déjà leur mise en solde et certains ont déjà touché les salaires. Nous avions pensé que c'est une question de processus, que de ce mois-là, on allait leur octroyer tout simplement, leur remettre leur salaire et qu'ils continuent, quitte à ce qu'on trouve en tout cas une autre échéance pour l'octroi des matricules des 4200. Il se trouve que sur ce point-là, le gouvernement semble buter à des contraintes prises quelque part et qui font qu'ils ne pouvaient pas nous faire des promesses fermes. Or, nous avons pensé que, en tout cas, 1000 fourmis ne peuvent pas faire le poids d'un cabri, quel que soit ce qu'on a eu sur les autres points d'art, que nous saluons de toutes les façons. Et la question du recrutement est une question d'avenir et de vie ou de mort pour nos camarades. Nous ne pouvons pas aller vers un accord sans que le gouvernement ait des propositions fermes par rapport à nos camarades qui attendent la mise en solde du secondaire et les 4220 du primaire qui attendent depuis à peu près 3 ans. Donc leur matricule, ensuite la mise en solde. En tout cas, autour de ça, on s'est séparés sans pouvoir venir à un accord. Le gouvernement a promis qu'il va retourner, donc glaner encore, parce qu'on bute à une sérieuse difficulté auquel nous avons en tout cas opposé aussi une fin de non-recevoir. Donc c'est pourquoi on n'a pas pu aller à un accord. Donc nous attendrons qu'ils nous amènent quelque chose de constant qui puisse en tout cas rencontrer l'agrément de notre base. S'ils ne sont pas capables de le faire, en tout cas je crois que chacun se mettra de son côté et fera le travail qui est le sien. Nous sommes à l'écoute, c'est tout. Nous sommes dans l'attente qu'ils nous rappellent lorsqu'ils auront eu quelque chose. Restons dans le domaine de l'éducation avec ce communiqué de presse de la synergie cause Niger-Sinaseb. La coordination nationale de la synergie d'action cause Niger-Sinaseb félicite les enseignantes et les enseignants du Niger pour leur grande mobilisation lors de la marche du jeudi 27 avril 2017 et aussi le respect du mot d'ordre de grève en cours malgré la diversion créée par le gouvernement et certains de ses alliés. La coordination nationale rappelle par la même occasion aux enseignantes et aux enseignants les activités suivantes.
jeunes le jeudi 4 mai 2017, la lecture du Saint-Coran et la prière collective le vendredi 5 mai 2017 au siège de la CNT 6 au village de la Francophonie à partir de 8h. Enfin, la coordination nationale invite toutes les militantes et tous les militants à se mobiliser massivement pour la bonne réussite de ces activités. Fait à Niamey le 3 mai 2017 pour la synergie cause Niger-Sinaseb, les co-coordinateurs Aliou Hassan Samna et Munkela Halidou. Changeons à présent de registre. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde entier, a célébré ce 3 mai 2017 la journée internationale de la presse. Une journée qui intervient à un moment où la liberté de la presse est menacée dans le monde entier, mais aussi au Niger. N'est-ce pas, Nafisa Hassan? Des esprits critiques pour des temps critiques, rôle des médias de la promotion des sociétés pacifiques, justes et inclusives. C'est le thème retenu cette année pour célébrer l'édition 2017 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée qui intervient à un moment où la liberté de la presse est nettement menacée au plan mondial et particulièrement au Niger. La situation de la liberté de la presse dans notre pays est caractérisée par un paradoxe qui met en face le cadre juridique de l'exercice du métier de journaliste, une volonté politique au plus haut sommet de l'État, concrétisée par la signature de la déclaration de la montagne de la table et des menaces de tout genre, des actes de violence physique et morale sur des journalistes et des médias. C'est ainsi que nous avons enregistré lors des manifestations scolaires et politiques des images choquantes qu'on peut qualifier de comportements irresponsables des agents de force de l'ordre à l'endroit des journalistes. D'autre part, il nous est donné de constater une volonté claire de vouloir faire taire les voix discordantes. J'ai une pensée particulière à notre confrère Baba Alpha, ancien président du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Une leçon peut donc être tirée de cette situation. Il ne suffit pas pour un régime de se déclarer démocratique pour l'être. Et pour celui qui affirme que la liberté de la presse est et sera respectée pour que ce but soit atteint. Le classement 2007 de RSF vient de confirmer la régression de notre pays en matière de liberté de la presse. Occasion pour l'ambassadeur des États-Unis de réitérer une fois de plus l'engagement de l'État américain à soutenir les efforts de la presse nigérienne. L'ambassade des États-Unis a organisé le 7 mars dernier une mission dans la région de Difa avec une dizaine de journalistes du public et du privé à l'occasion des exercices militaires conjoints Flintlock 2017. Dans la même période, un journaliste nigérien a séjourné à la frontière nigéro-malienne avec un détachement mixte de militaires américains et nigériens qui intervenaient dans le cadre des actions civiles militaires. En outre, en novembre dernier, un groupe de 5 journalistes nigériens accompagnés par le porte-parole de l'état-major des armées a effectué un voyage d'études au siège du commandement américain pour l'Afrique. La presse nigérienne a un rôle prépondérant à jouer dans le cadre de la préservation de la liberté de la presse. Nous considérons que les journalistes nigériens exercent librement leur métier au regard de la qualité du cadre juridique et institutionnel voulu et mis en place par les plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête, avec plutôt le concours de l'ensemble des acteurs concernés. Il s'agit notamment de la loi qui dépénalise les délits par voie de presse et de la déclaration de la montagne de la table signée par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. En outre, mon département ministériel a mis en place, en février 2017, un comité qui a procédé à la relecture des textes sur la communication. Il s'agit de les adapter au contexte actuel. Cette cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a aussi été une occasion pour remettre aux participants de la formation ad hoc des journalistes sur l'extrémisme violent leur attestation initiée par la Maison de la presse en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique et aussi la restitution du concours d'avril 2017 par les jurys.
Toujours par rapport à cette journée de la liberté de la presse, les journalistes nigériens l'apprécient diversement. On les écoute. Je pense que tous les textes sont là, sauf que il y a des choses qu'on se retient des fois de dire. Donc, est-ce qu'il y a liberté de presse ou il n'y en a pas? Je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans la tendance à se dire, est-ce que je devrais dire telle chose ou ne devrais-je pas la dire? Quelles conséquences ça va m'apporter? Donc, à partir de ce moment, il y a lieu de se poser des questions, de s'asseoir et de se demander d'où vient cette limitation. Il faut que nous posions le débat sur la table avec les autorités en face pour se dire les quatre vérités et accepter d'avancer. C'est seulement à travers une liberté totale qu'on peut peut-être estimer avoir un développement. La journée en tant que telle, c'est une très bonne chose, parce que ça va permettre aux journalistes de se retrouver et de parler de beaucoup de choses, surtout de la situation dans laquelle ils sont en train de vivre. Mais par rapport au Niger, vous savez, le Niger est l'un des pays qui a signé la montée de la table. Le président a signé la montée de la table. Mais est-ce que nous, autres journalistes, nous sommes en train de travailler dans le sens de la liberté de la presse? C'est pas au gouvernant d'observer cette liberté et à nous aussi d'observer cette liberté d'expression. Est-ce que nous aussi nous faisons notre mieux pour qu'on puisse sauvegarder ce qu'on a acquis de haute lutte? Si vous vous souvenez, cela est relaté dans le dernier classement du Reporter à Sans Frontières où nous avons perdu jusqu'à 9 points. Et 9 points, vous vous rendez compte que c'est pas petit. Cela veut dire qu'il y a des insuffisances au niveau même de la gouvernance. Il y a des insuffisances non seulement au niveau des autorités, mais également de notre côté. Parce qu'à réaliser, il faut se le dire, nous-mêmes les journalistes, nous avons notre lourde responsabilité. Chaque fois, on fait la journée de la liberté de la presse, mais chaque fois c'est le statu quo. Rien ne change. C'est toujours la routine. Et les journalistes se contentent toujours de la même situation. Il n'y a jamais eu un sursaut d'orgueil. La liberté de presse reste précaire, tout simplement parce que les journalistes eux-mêmes n'ont pas conscience de leur importance au Niger. Et c'est pour cela que les autorités, les décideurs, vous savez, ce n'est pas seulement la faute aux gouvernants, mais c'est aussi la faute à nous, journalistes. Des fois, on se permet, sans pondération, de dire certaines choses. Il y a aussi que nous avons quelques ennuis souvent avec la police ou le pouvoir. Je crois que il faut se réjouir tout de même qu'il n'y a aucun journaliste qui, dans le cadre de son métier, est actuellement en prison. Et je crois aussi que, vous savez, le métier de journaliste, dans l'éthique et la déontologie, il y a beaucoup de choses qu'il faut respecter. Sortie des organisations de la société civile ce jour, mercredi 3 mai, journée de la liberté de la presse et occasion saisie par ces derniers pour inviter la population à sortir massivement le 10 mai prochain à partir de 8h pour une marche pacifique de la place Toumo à la place de la Concertation. On les écoute. Ce qui nous honore le plus, c'est que partout, on parle aujourd'hui de la qualité du travail de la presse nigérienne. On parle partout de l'engagement des médias et des hommes de médias nigériens. Donc vraiment, chapeau à vous et bon vent. Nous pensions bien que vous n'allez pas faillir et que vous allez continuer dans cette même détermination. Et c'est ce qui nous amène à vous dire que nous projetons, en tant qu'organisation de la société civile, pour l'ancrage de la démocratie dans ce pays, parce que la démocratie, nous l'avions obtenue de haute lutte. Ce n'est pas qu'on avait donné ça au peuple nigérien. Il y a eu sacrifice humain même pour qu'aujourd'hui ce pays puisse s'engager dans ce multipartisme intégral et que certains même aujourd'hui qui sont à la tête de ce pays
puissent aspirer à gouverner et même devenir dirigeants de ce pays. C'est grâce à la démocratie, c'est à cause de la démocratie, et c'est pour ça que nous allions continuer à nous battre. Depuis la marche du 21, nous avions porté des valeurs qui restaurer la dignité de l'école publique nigérienne, dont certains ont programmé sa mort. Et vous avez vu, avec les derniers développements, ça ne fait que s'enfoncer de jour en jour. On règle un problème tout en sachant que si on ne règle pas globalement tous les problèmes, notamment des enseignants, on ne pourra pas dire que l'école est sur les rails. Mais on ne pourra que faire différer ou bien reporter les problèmes. Pour cela, nous, organisations de la société civile, continuerons donc à dire halte à la dérive. Encore aussi, halte à la dérive autoritaire. Il y a certains qui se sont entendus dans ce pays pour mettre entre parenthèses notre démocratie, en empêchant aux citoyens de s'exprimer librement, en empêchant toute opinion plurielle, en empêchant aux Nigériens de pouvoir exercer leurs droits. Leurs droits, ce sont les droits à la manifestation, ce sont les droits à l'expression plurielle, ce sont les droits pas seulement à aller voter, mais ce sont les droits à exercer librement tout ce qu'ils ont comme droit constitutionnel. Donc pour cela aussi, nous continuerons à être là et à demander au peuple de descendre dans la rue. Et en troisième point, le droit tout simplement à la vie. Aujourd'hui, qui n'est pas en train de mourir de faim, qui n'est pas en train de mourir de soif, qui n'est pas en train de mourir de manque du minimum, de par la mauvaise gouvernance que caractérise la gestion de notre pays. Tous les secteurs sont au rouge. À l'heure où nous parlions, Niamey, qui est la capitale, manque d'eau et d'électricité depuis quelques jours. Il faut que nous arrêtions cette dérive. Et ces situations ne sont dues seulement qu'à la voracité de certains Nigériens qui voient en toute chose une affaire pour se faire de l'argent. Il était question depuis quelque temps d'une rupture de contrat entre nos collègues, nos camarades, nos amis du groupe Alternative Espace Citoyen avec Oxfam. Et c'est pourquoi, parce que des autorités nigériennes auraient dit à Oxfam que le 21 décembre, notre camarade Moussa Tchangari aurait demandé aux manifestants d'aller déloger Issoufou Mahamadou de son palais. Et là, je me porte en faux. Notre camarade n'a jamais tenu ses propos. Plutôt, il faut reconnaître à notre camarade le jour-là de la diplomatie avec laquelle il a évité un bain de sang. Manifestants criaient « palais, palais » quand notre camarade a pris le micro pour leur dire que nous n'irons pas au palais, nous allons nous arrêter à la place de la concertation pour manifester notre mécontentement par rapport à la malgouvernance de notre pays. Nulle part il n'a prononcé de chasser Issoufou de son palais le jour-là. Et s'il l'a fait, qu'on nous produise les éléments sonores. Il y a eu combien de médias? Il y a eu combien d'agents de renseignement? Il y a eu combien de policiers le jour-là, là-bas? Et cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Rotab en est déjà victime avec le comportement de l'ambassadeur de France au Niger qui a refusé de cautionner un projet que nous avions eu à acquérir avec l'AFD. Il a refusé. Nous savions bien que cet ambassadeur se comporte en militant d'un parti depuis qu'il est là. Nous profitons pour rappeler à Oxfam que Alternative, par son secrétaire général, n'a jamais tenu ses propos et que nous soutenons les camarades d'Alternative Espace Citoyen dans cette épreuve.
Le secrétaire général du Centre-Appel, Gourouza Hassoumi, dans une sortie médiatique, a fustigé les conditions dans lesquelles un concours a été organisé par la Maison de la Presse. Suivez ses explications. Aujourd'hui, je suis sidéré. Sidéré pourquoi? La Maison de la Presse a organisé un concours à l'intention des journalistes nigériens. Un concours qui doit au moins donner, en tout cas, la valeur à ces journalistes. Mais malheureusement, la nouvelle que j'ai entendue, je ne suis pas du tout content. En tant que secrétaire général, je suis un syndicaliste, je n'ai jamais parlé par rapport à un problème quelconque. Mais aujourd'hui, pourquoi je suis sorti pour parler? C'est parce que je ne suis pas content. On ne va pas me dire que les journalistes sont nuls. Un concours qui a été engagé durant combien de mois? Ces jeunes hommes ou ces journalistes ont eu à faire un travail. Ils se sont donnés. Et que on me dit qu'il n'y a aucun gagnant, ni dans la presse écrite, ni dans la presse audiovisuelle. Je dis que c'est faux. C'est faux. Et cela me dit que l'année passée, il y a un journaliste de la Bari qui a été lésé. Et il est sorti, il a fait un point de presse. Et ça prouve que ça lui donne raison. Ça veut dire que la Maison de la Presse est en train de faire des choses illégales. On ne peut pas engager des journalistes, de confrères, parce qu'il y a des connivences. C'est ça que je veux dire. C'est de connivence. Dire qu'aucun journaliste n'a remporté un prix, mais c'est malheureux. Je veux que, soit on donne un prix à un journaliste, ça c'est notre droit, soit on ne donne pas, de toute façon on fait notre travail. Mais ce que je dis, l'un de l'autre, la Maison de la Presse doit travailler en toute sincérité. Parce que aujourd'hui, hier, il y a quelqu'un qui est venu, il s'est protesté, il a dit c'est pas illégal. Aujourd'hui, il y a des gens, on dit que tous les journalistes qui ont postulé n'ont rien eu, ça veut dire qu'on est nul. Non. Ce que je veux, la Maison de la Presse, c'est notre maillon. C'est la Maison de la Presse qui doit nous donner une valeur pour que le public concerne nous respecte. Disport dans cette édition, le tournoi intermédia a pris fin ce soir sur le terrain du centre technique de la FENIFOOT. Et pour cette 4e édition, c'est le groupe de presse Dunia qui a remporté la coupe dans un match qu'il a opposé à Canal 3. La 3e place, quant à elle, est revenue à Liftika dans son match contre le groupe de presse Labari. Abdelrazak Hamidou pour le compte-rendu. Le tournoi intermédiaire est un tournoi de football créé et mis en place pour renforcer la cohésion entre les agents de la presse nigérienne. 4e édition 2017. La présente finale est l'aboutissement de 3 semaines de compétition, du 14 avril au 3 mai 2017, dont la finale de cette année mettra aux prises le groupe de presse Canal 3 et Dunia. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à tous les acteurs des médias. Le 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de presse. Bonne fête à tous. L'objectif de ce tournoi est de réunir l'ensemble des hommes et femmes des médias sur un terrain de foot afin de fraterniser dans un esprit de convivialité et de confraternité. Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est aussi utile de préciser que ce tournoi, pour le bien de sa pérennisation, mérite d'être appuyé par les bonnes volontés, afin de maintenir notre cadre d'échange et de confraternité. Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous avons choisi le football car il est facteur d'unité et de cohésion. Le fair play a prévalu tout au long de la compétition et le vainqueur qui sera issu de cette finale ne sera autre que la presse nigérienne dans son ensemble.
La participation de tous les médias audiovisuels témoigne une fois de plus la solidarité de cette grande famille de la presse nigérienne. À cette occasion, permettez-moi de remercier les partenaires et sponsors sans lesquels cette 4e édition n'aurait pas lieu. Il s'agit de Saham Assurance, de Safi SA, Laba Niger, le COSNI, Nigerlais, la Fédération de handball, la Fédération nigérienne de football. Monsieur le Président de la FENIFOOT, au nom du comité d'organisation et au nom de tous les journalistes et à mon nom propre, je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour ce tournoi intermédiaire. La FENIFOOT nous a toujours soutenus dans l'organisation de ce tournoi et nous sommes très reconnaissants. Monsieur le Président de la FENIFOOT, vous nous avez appuyés financièrement et vous nous avez ouvert les portes de ces magnifiques centres qui nous a permis de finir cette compétition de la plus belle manière. À côté de tout ce soutien, nous déplorons cependant l'absence remarquée de notre ministère en charge de la communication, qui était déjà absent à l'ouverture de ce tournoi de journalistes. Un tournoi qui regroupe l'ensemble des hommes des médias, publics et privés. Et il semblait qu'au moment où les rideaux tombaient sur cette 4e édition, le ministère en charge de la communication fait toujours aux abonnés absents. Nous nous demandons si ce tournoi organisé par les hommes des médias, dont le seul but est de raffermir les liens de confraternité entre les acteurs de médias, n'a aucune importance pour le ministère en charge de la communication. Point d'interrogation. Sinon, pourquoi ni la ministre, ni même un représentant de la ministre n'est venu à l'ouverture et à la clôture? Pourtant, des invitations les ont été adressées officiellement. Vive la confraternité entre les organes de presse, vive le tournoi intermédiaire, vive les médias nigériens, vive le Niger. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et en cette journée de la liberté de la presse, et après environ un mois de compétition, c'est le groupe de presse Dunia qui remporte cette 4e édition de ce tournoi, dont la 3e édition a été remportée par le groupe de presse Tambara. A noter que la 3e place a mis aux prises Labari à Liftik, qui pour sa première édition l'a remportée. Ainsi, le groupe de presse Dunia remporte la coupe plus 150 000 francs CFA. La 2e position qui revient à Canal 3 avec 100 000 francs CFA. Et la 3e place à Liftik avec 50 000 francs CFA. Plusieurs autres lots de consolation ont aussi été remis. Je vous donne lecture de ce communiqué. La société nigérienne d'électricité, Nigélec, informe les populations de Niamey que les délestages observés depuis la soirée d'hier, 2 mai 2017, proviennent des défauts sur les systèmes de production des lignes d'évacuation 132 kV reliant la centrale au poste de Gourou-Banda. Ces équipements étant sous garantie, une solution provisoire est en cours de mise en œuvre par la Nigélec pour évacuer la puissance de la centrale en attendant leur remise en état par le constructeur. Cette situation ne concerne que la ville de Niamey, dont la couverture continue à être assurée à hauteur de 50% au moins par la ligne d'interconnexion et les autres moyens de production disponibles. Les travaux sont actuellement en cours pour permettre l'évacuation de la production de Gourou-Banda dans les meilleurs délais. La Nigélec présente ses excuses à ses abonnés pour les désagréments engendrés par cette situation. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.